Parfois, l'amour arrive comme un doux souffle du destin. D'autres fois, il part sans prévenir, laissant derrière lui un silence qui semble impossible à combler. C'est l'histoire de quelqu'un qui croyait avoir trouvé l'éternité et qui a dû apprendre à survivre à l'inattendu. Parmi les souvenirs qui blessent et les promesses interrompues, naît un lent et délicat cheminement de reconstruction, où le passé ne disparaît jamais, mais où l'avenir insiste pour se faire une place. Une histoire sur la perte, sur le fait d'aimer à nouveau et de s'autoriser à vivre. Bonjour, mes amis. Je suis Juliette, et vous écoutez Les histoires d'amour de Juliette. J'espère que cette histoire vous plaira. La première fois qu'Amélie s'est noyée dans le regard d'Olivier, elle n'avait que 20 ans. Le monde avait encore cette teinte dorée que seule la jeunesse peut percevoir, comme si tout était plus simple et plus clair. Ils se sont rencontrés dans une librairie parisienne, il cherchait un cadeau pour sa mère, elle feuilletait distraitement un classique qu'elle ne finirait jamais. Leurs doigts se sont effleurés par accident alors qu'ils tendaient la main vers le même livre, et ce bref contact a provoqué un courant électrique qu'aucun des deux n'était prêt à ressentir. « Pardon » murmura-t-il, retirant rapidement sa main, mais laissant un sourire timide s'attarder sur ses lèvres. Amélie secoua simplement la tête, sentant son visage s'empourprer. « Ce n'est rien. Vous pouvez le prendre. Mais vous l'avez touché en premier. » Elle hésita, puis sourit. « Et si nous partagions la faute autour d'un café ?» C'est ainsi, aussi simplement que le vent change de direction, que leurs vies se sont entremêlées. Leur conversation coulait de source, comme s'ils étaient de vieux amis qui s'étaient juste perdus de vue pendant un moment. Olivier avait des yeux qui semblaient renfermer de doux secrets, et des mains qui s'agitaient avec enthousiasme lorsqu'il parlait de son rêve de devenir professeur d'histoire. Amélie, avec ses cheveux bruns toujours attachés en chignon et sa passion pour les contes anciens, se sentait parfaitement à sa place à ses côtés. En moins d'1 an, ils se sont mariés. Ce fut une petite cérémonie avec des fleurs sauvages et des guirlandes lumineuses suspendues aux vieux arbres d'un domaine de campagne. La mère d'Olivier, Marguerite, a pleuré silencieusement pendant l'échange des vœux. Guillaume, son père, est resté digne, mais les yeux embués de larmes. Chloé, la sœur d'Olivier, a serré Amélie dans ses bras comme si elles avaient toujours été de la même famille. « Bienvenue, petite sœur » lui murmura Chloé à l'oreille. L'appartement qu'il louait était trop petit, les fins de mois toujours justes, mais il y avait un coin lecture près de la fenêtre où le soleil de l'après-midi créait le décor parfait pour les dimanches. Olivier a obtenu un poste dans un lycée du quartier. Amélie travaillait à mi-temps dans une galerie d'art tout en terminant ses études de lettres. Tout semblait suivre le scénario de ces films où le bonheur est simple et durable. Quand Léa est arrivée 3 ans plus tard, leur petit monde s'est élargi pour contenir l'univers entier. Un bébé magnifique aux joues roses et aux yeux curieux, qui, dès le premier jour, semblait absorber tout ce qui l'entourait avec un émerveillement silencieux. Olivier passait des heures à la regarder, lui racontant des histoires de rois et de reines de France, même si elle était trop jeune pour comprendre. « Elle sera une lectrice avide comme toi », disait-il en traçant le bout du petit nez de Léa avec son doigt. « Et têtue comme toi », répondait Amélie en ajustant la petite couverture enroulée autour de leur fille. Ils avaient des projets, une maison plus grande, peut-être un autre bébé, des voyages pendant les vacances scolaires. Ce genre de rêve commun qui semble si accessible quand on a 25 ans et que le cœur est plein de promesses. Mais le destin a un goût particulier pour les interruptions brutales. Par un matin ordinaire, Olivier est sorti acheter du pain frais et des croissants à la boulangerie du coin, comme il le faisait chaque dimanche. Il a embrassé Léa, qui dormait encore dans son berceau, puis a déposé un baiser sur le front d'Amélie. « Je reviens tout de suite. Tu veux quelque chose de spécial ? » « Seulement toi » a-t-elle répondu d'une voix ensommeillée, ignorant que ce seraient les derniers mots qu'elle échangerait avec lui. L'accident a été rapide, selon les témoins, un conducteur distrait, un freinage tardif, le choc qui a altéré à jamais le cours de temps de vie. Quand la police a frappé à sa porte, Amélie fredonnait une berceuse à Léa, qui venait de se réveiller. Elle n'a pas crié, ne s'est pas évanouie, n'a eu aucune des réactions dramatiques que l'on attend face à une tragédie. Elle est restée là, serrant Léa contre sa poitrine, comme si le petit poids de son enfant était la seule chose qui l'empêchait de s'envoler et de disparaître. Les jours suivants ne furent qu'un tourbillon de visages, de câlins, de mots de réconfort qui ne parvenaient pas à percer la bulle de silence qui l'entourait. Sa belle-mère, Marguerite, lui a tenu la main pendant les funérailles, une force silencieuse à ses côtés. Guillaume est resté quelques pas en arrière, comme s'il craignait que son propre chagrin n'accable davantage sa belle-fille.
Chloé a ouvertement pleuré la perte de son frère, mais a pris la responsabilité de gérer tous les détails administratifs qu'Amélie ne pouvait pas affronter. Mais les nuits étaient les pires. Quand Léa finissait par s'endormir et que la maison était plongée dans ce lourd silence que seules les absences peuvent créer, Amélie s'asseyait au bord du lit qui semblait désormais trop grand. Elle pouvait sentir la place d'Olivier, captant encore une légère trace de son eau de Cologne sur les oreillers, et laissait les larmes couler, silencieuses et profondes, le genre de larmes qui semblaient arracher des morceaux d'âme. Les mois se sont transformés en années, rythmés par de petites routines qui maintenaient la vie en mouvement, préparer le petit déjeuner pour Léa, lui tresser les cheveux, lui lire des histoires avant de dormir, appeler Marguerite le dimanche. Rendre visite à Guillaume et Chloé pendant les jours fériés. Amélie a repris le travail à temps plein à la galerie, trouvant un certain réconfort dans les couleurs et les formes qui ornaient les murs. Léa a grandi sous le regard attentif de sa mère et l'amour constant de sa famille paternelle. C'était une petite fille au rire facile qui posait des questions complexes, portant dans ses yeux la même curiosité qu'Olivier. À 6 ans, elle inventait déjà des histoires élaborées de dragons et de princesses guerrières, qu'Amélie transcrivait patiemment dans de petits carnets. « Maman, est-ce que papa aimerait mes histoires ?» a demandé Léa un soir alors qu'Amélie bordait sa couverture. « Il les adorerait, ma chérie. Ton père aimait les histoires plus que tout au monde. Plus qu'il ne nous aimait ?» Amélie a souri, ressentant ce pincement familier dans la poitrine. Non, c'était impossible. Nous étions son histoire préférée. En grandissant, le poids de l'absence semblait se répartir différemment en Amélie. La douleur aiguë des premières années a laissé place à une nostalgie plus supportable, comme une cicatrice qui tiraille les jours de pluie, mais qui ne saigne plus au toucher. Elle s'accrochait au souvenir d'Olivier comme à un trésor précieux, maintenant vivant les histoires, les habitudes et les petites traditions qu'ils avaient partagées. Marguerite, Guillaume et Chloé restaient des piliers inébranlables dans sa vie. Le dimanche, ils se réunissaient pour des déjeuners où les anecdotes sur Olivier coulaient naturellement, gardant sa présence vivante dans les rires et les souvenirs partagés. Léa absorbait ces histoires comme une éponge, construisant dans son esprit l'image d'un père qu'elle ne connaissait qu'à travers les yeux des autres. C'est Hélène, l'amie d'enfance d'Amélie, qui a osé suggérer pour la première fois qu'il était peut-être temps de regarder vers l'avenir. « Je ne dis pas d'oublier Olivier », expliqua-t-elle alors qu'elle prenait un café dans la petite cuisine d'Amélie. « Je dis que tu n'as que 32 ans. La vie continue, et je suis sûr qu'Olivier voudrait te voir heureuse. » Amélie secoua la tête, rejetant l'idée. « Je suis heureuse avec Léa. Nous sommes très bien comme ça. Je sais que tu le hais, mais si tu pouvais l'être encore plus ?» La graine de cette pensée était plantée, même contre sa volonté. Dans les nuits qui suivirent, Amélie s'est surprise à regarder l'espace vide à côté d'elle dans le lit, imaginant ce que ce serait de sentir à nouveau la chaleur d'un autre corps, d'entendre une douce respiration, de se réveiller avec un sourire qui ne serait que pour elle. La culpabilité la rongeait d'avoir de telles pensées, comme si elle trahissait la mémoire d'Olivier en envisageant la moindre possibilité de refaire sa vie. Hélène, persistante comme toujours, a continué à aborder le sujet. Un jour, elle est venue avec une proposition concrète. « Je connais quelqu'un. C'est un homme bien, Amélie. Gentil, intelligent, stable. Il travaille à la maison d'édition avec moi. Il est correcteur. Il aime la littérature autant que toi. » Hélène, je ne sais pas. Juste un dîner, une rencontre informelle, sans engagement ni attente. Amélie hésita, sentant son cœur s'emballer face à cette possibilité. J'y réfléchirai. Ce soir-là, lors de son appel hebdomadaire avec Chloé, Amélie mentionna avec désinvolture la suggestion d'Hélène. À sa grande surprise, sa belle-sœur réagit avec enthousiasme. « Tu devrais y aller, Amélie. Ce serait merveilleux de te voir franchir cette étape. » « Je ne suis pas sûre d'être prête, Chloé, » et puis il y a Léa. Léa a 8 ans maintenant. Elle comprendrait. De plus, Chloé fit une pause, la voix adoucie, « Olivier aurait voulu ça pour toi. Il disait toujours que ce qu'il y avait de plus spécial chez toi, c'était ta capacité à aimer. Ce serait dommage de laisser ça en sommeil pour toujours. » Les mots de Chloé ont résonné en elle pendant des jours. Dans ses prières nocturnes, Amélie s'est surprise à demander un signe, une indication que ce serait une bonne chose d'essayer à nouveau. Lorsqu'elle a finalement accepté le rendez-vous, elle s'est sentie comme une adolescente avant son premier baiser, nerveuse, peu sûre d'elle, maladroite. Elle a choisi une simple robe bleue que Chloé lui avait offerte à Noël dernier.
Elle a attaché ses cheveux en un chignon lâche comme au bon vieux temps, et a appliqué juste un rouge à lèvres léger. « Tu es magnifique, maman », a commenté Léa en la regardant se préparer. « Merci, mon amour. Tu te souviens des règles pendant mon absence, n'est-ce pas? Tante Hélène va rester avec toi, mais je veux que tu te brosses les dents avant de dormir, et... » Je sais, répondit Léa en levant les yeux au ciel avec un sourire. « Va t'amuser, maman. Tu le mérites. » Ces mots simples venant de sa fille de 8 ans sonnaient comme une bénédiction inattendue. Le restaurant choisi était chaleureux et discret, avec un éclairage tamisé et des tables suffisamment espacées pour des conversations privées. David était déjà là lorsqu'elle est arrivée, se levant rapidement pour l'accueillir. Il était grand, avec de larges épaules, des cheveux bruns et un sourire doux qui atteignait ses yeux. « Amélie, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Hélène me parle beaucoup de vous. » « J'espère qu'elle en dit du bien, » répondit-elle, sentant ses mains trembler légèrement en acceptant sa poignée de main. Les premières minutes ont été remplies de la formalité gênante typique des premiers rendez-vous. Des questions sur le travail, des commentaires sur la météo, de petites remarques sur le restaurant. David était poli et attentif, écoutant avec un intérêt sincère et maintenant un flux constant de conversation. Mais au fur et à mesure que le dîner avançait, Amélie s'est rendue compte qu'elle répondait à chacune de ces questions par une anecdote liée à Olivier. Quand David l'a interrogée sur son travail à la galerie, elle a mentionné comment Olivier l'avait encouragée à accepter le poste. Quand la conversation a dévié sur les livres, elle n'a pas pu s'empêcher d'évoquer les soirées où elle et Olivier se faisaient la lecture à voix haute. En parlant de Léa, chaque récit était entremêlé avec l'absence de ce père que la petite fille connaissait à peine. Elle a remarqué le changement subtil dans la posture de David, son léger recul, la façon dont son sourire commençait à paraître plus forcé, comment ses yeux dérivaient parfois pour vérifier l'heure. La prise de conscience l'a frappée comme une douche froide. Elle était en train de tout gâcher. « Pardon », murmura-t-elle après un silence pesant. « Je suppose que je ne suis pas douée pour ça. » David a offert un sourire compréhensif. « Ce n'est rien, Amélie. Vraiment. » Mais ce n'était pas le cas. Le malaise grandissait entre eux comme une troisième présence invisible à la table. Finalement, après une tentative particulièrement infructueuse de changer de sujet, David a posé sa serviette sur la table et s'est levé doucement. « Amélie, je crois que je dois être honnête avec vous. Vous semblez être une personne merveilleuse, mais je ne pense pas que vous soyez encore prête pour ça. Et c'est normal. Vraiment. David, je suis désolé. Ne vous excusez pas, l'interrompit-il doucement. Parfois, le bon moment n'est tout simplement pas encore arrivé. Merci pour votre compagnie. J'espère sincèrement que vous trouverez la paix. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'était déjà détourné, laissant quelques euros sur la table pour couvrir le repas. Amélie est restée assise seule, ressentant le poids de l'échec et du rejet. Elle a regardé son assiette à moitié entamée et son verre de vin presque plein. Il y avait quelque chose de profondément humiliant à être abandonnée au milieu d'un rendez-vous, comme si elle était une cause perdue, quelqu'un qui ne valait même pas l'effort d'un dîner complet. Pour dissiper son malaise, elle a pris son téléphone portable. Des larmes discrètes commençaient à monter. Elle est restée là un moment, à lutter contre le manque d'appétit et à terminer son plat. Elle a fait signe à la serveuse, voulant simplement partir. « L'addition, s'il vous plaît », demanda-t-elle lorsque la jeune femme s'approcha. La serveuse s'est penchée discrètement comme pour partager un secret et a murmuré « Ne partez pas tout de suite. Quelqu'un est venu pour vous. » Amélie a ressenti un frisson dans l'estomac. Sa première réaction fut la panique. Était-il arrivé quelque chose à Léa? Ou peut-être qu'Hélène était venue la chercher après avoir compris que la rencontre s'était terminée plus tôt que prévu. Elle s'est tournée lentement vers l'entrée du restaurant, et ce qu'elle a vu a fait s'arrêter son cœur pendant un instant. Marguerite se tenait à l'entrée, ses cheveux gris parfaitement coiffés, et avec cette douce détermination qu'elle portait toujours. Ses yeux ont croisé ceux d'Amélie à travers la pièce, et un petit sourire s'est formé sur ses lèvres. Sans hésiter, Amélie a pris son sac à main et s'est dirigée vers sa belle-mère, ressentant un mélange de confusion et de soulagement. « Marguerite, que faites-vous ici ? Chloé m'a appelé. David lui a parlé après être parti. J'ai pensé que nous avions peut-être besoin de discuter. » Amélie a senti son visage brûler de honte. Lui avait-il raconté à quel point le rendez-vous avait été désastreux?
Marguerite a souri en lui prenant la main. Allons nous promener, ma chérie. Elles sont sorties du restaurant ensemble, marchant en silence sur quelques rues jusqu'à atteindre un petit square. La nuit était claire, avec une lune presque pleine éclairant leur chemin. Elles se sont assises sur un banc, regardant les étoiles pendant quelques instants avant que Marguerite ne prenne finalement la parole. Tu sais, quand j'ai perdu mon mari, je pensais que je ne pourrais jamais aller de l'avant, a-t-elle commencé, sa voix douce se mêlant au chant des grillons en toile de fond. Je n'avais que 30 ans. Les gens disaient que j'étais jeune, que je trouverais quelqu'un d'autre. Mais je ne le voulais pas. Je pensais qu'aimer quelqu'un d'autre serait trahir sa mémoire. Amélie la regardait avec surprise. Je ne savais pas que vous aviez été mariée avant de rencontrer Guillaume. Antoine, sourit Marguerite avec nostalgie. Il était pompier. Il est mort en essayant de sauver un enfant lors d'un incendie. Un héros, disait tout le monde. Pour moi, il était juste l'homme qui avait laissé une place vide de mon côté du lit. Amélie a senti les larmes lui monter aux yeux. Vous ne m'avez jamais raconté ça. Parce que je ne voulais pas que tu penses que je comprenais ta douleur. Personne ne comprend vraiment la douleur d'une autre personne, Amélie. Chaque perte est unique, tout comme chaque amour. Marguerite a fait une pause, la regardant directement. J'ai rencontré Guillaume 2 ans plus tard. Au début, je me sentais coupable chaque fois que je souriais en sa présence, comme si je trahissais Antoine. C'est exactement ce que je ressens, murmura Amélie. Ce que j'ai découvert, c'est que le cœur ne fonctionne pas de cette façon. Nous n'avons pas un espace limité pour aimer. L'amour pour Antoine n'a jamais diminué. Il s'est simplement transformé en quelque chose de différent, en un souvenir chéri. Et cela a laissé de la place pour qu'un nouvel amour naisse, différent du premier, mais tout aussi vrai. Amélie a laissé les larmes couler librement maintenant. Je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne dis pas que cela doit être maintenant, ni avec ce David, ni avec aucune personne en particulier. Je dis juste que c'est bien de laisser la vie continuer, Amélie. Olivier ne voudrait pas te voir bloqué à l'endroit où il t'a laissé. J'ai peur, avoua Amélie, la voix presque inaudible. Peur d'oublier à quoi ressemblait son rire, son odeur du matin, la façon dont il fronçait les sourcils quand il se concentrait. Marguerite a pris ses mains dans les siennes. Tu n'oublieras jamais, ma chérie. Ces choses deviennent une partie de toi. Mais tu peux ajouter de nouveaux souvenirs, de nouvelles joies. Léa mérite de voir sa mère heureuse, et tu mérites plus que de simplement survivre. Là, sous le ciel étoilé, quelque chose s'est libéré à l'intérieur d'Amélie, comme un nœud serré depuis des années qui commence enfin à se desserrer. Ce n'était pas une acceptation totale, ni une guérison immédiate, mais c'était un début. Dans les semaines qui ont suivi, Amélie a commencé à faire de petits changements. Elle a sorti du placard les boîtes contenant les affaires d'Olivier qu'elle avait rangées, les organisant dans un album souvenir pour Léa. Elle a créé un petit espace sur l'étagère du salon avec ses photos, comme un hôtel de souvenirs qui honorait le passé sans le dominer. C'était une façon de dire, il était là. Il a été aimé. Il fera toujours partie de cette famille, mais la vie suit son cours. Hélène, toujours présente, a continué à l'encourager à avoir plus de vie sociale. Amélie a commencé à accepter des invitations à des dîners entre amis, à des expositions d'art, à des événements à l'école de Léa. Progressivement, le monde a recommencé à s'élargir autour d'elle. C'est lors d'une de ces expositions qu'elle a rencontré Nicolas. Il n'était pas là en tant que potentiel intérêt romantique, mais en tant que père de Camille, une camarade de classe de Léa. Veuf depuis 4 ans, Nicolas avait des yeux doux et une patience naturelle lorsqu'il s'agissait de gérer les filles qui couraient à travers la galerie, pointant du doigt des toiles colorées et posant des questions impossibles sur l'art. Elles sont amies depuis des mois, mais je ne crois pas que nous nous soyons jamais formellement présentés, a-t-il dit en tendant la main. Nicolas Dupont. Amélie Mercier. Léa parle beaucoup de Camille. Et Camille n'arrête pas de parler de Léa. Je crois qu'elle a trouvé une âme sœur littéraire. Cette première rencontre a été brève et informelle, sans la pression des attentes amoureuses. Dans les mois qui ont suivi, ils se sont naturellement croisés lors d'événements scolaires, au goûter d'anniversaire des filles de leurs amis communs, dans de petits moments qui ont progressivement construit une amitié confortable. Nicolas n'a pas essayé de prendre de la place dans sa vie. Il était simplement là, avec un respect sincère pour son histoire et ses choix. Quand Léa mentionnait son père, il écoutait avec intérêt. Quand Amélie parlait d'Olivier,
il ne montrait aucun malaise ni jalousie. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans sa présence, comme s'il comprenait que le passé n'était pas un concurrent, mais une partie fondamentale de ce qu'elle était. Un an après leur rencontre, lors d'un pique-nique dans le parc avec les filles, Nicolas a finalement trouvé le courage d'officialiser ce qu'ils ressentaient tous les deux. « Je ne sais pas s'il est trop tôt ou trop tard », a-t-il dit, alors qu'il regardait Léa et Camille jouer au loin. « Mais j'aimerais t'inviter à sortir, juste tous les deux. » Amélie a senti son cœur s'emballer, non pas de peur, mais face au champ des possibles. « Je crois que ça me plairait. » Lorsqu'elle a parlé de l'invitation à Marguerite, sa belle-mère a souri avec ce mélange de tendresse et de sagesse que seules les années peuvent apporter. « Il a l'air d'être un homme bien, Amélie. » Il l'est. Et il respecte la place qu'Olivier aura toujours dans nos vies. Alors accepte cette bénédiction, ma chérie. Le passé est en sécurité. Maintenant, il est temps de prendre soin du présent. La relation avec Nicolas a fleuri lentement, avec le soin de quelqu'un qui sait que les choses les plus précieuses ont besoin de temps pour grandir. Il n'a jamais essayé de remplacer Olivier, ni en tant que partenaire d'Amélie, ni en tant que figure paternelle pour Léa. Au lieu de cela, il a créé son propre espace, a construit son propre lien. La première fois que Léa l'a spontanément appelé pour l'aider à faire ses devoirs au lieu d'attendre sa mère, Amélie a ressenti un mélange doux-amer d'émotions. Il y avait une pointe de tristesse pour ce qu'Olivier ne pourrait jamais vivre, mais aussi une profonde gratitude pour la façon dont la vie avait trouvé le moyen d'apporter de nouvelles joies. 2 ans après leur premier vrai rendez-vous, Nicolas a demandé Amélie en mariage, non pas avec de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais lors d'un moment simple alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans sa cuisine, avec Léa et Camille faisant du bruit dans le salon. « Je ne veux pas remplacer ce que tu as eu, » a-t-il dit en lui tenant les mains. « Je veux juste construire quelque chose de nouveau à tes côtés, si tu me le permets. » La cérémonie fut intime et pleine de sens. Léa, maintenant âgée de presque 11 ans, a porté les alliances avec une solennité qui mêlait innocence et compréhension. Marguerite, Guillaume et Chloé étaient au premier rang, les yeux brillants de larmes qui célébraient ce nouveau chapitre sans diminuer les précédents. Camille, radieuse, se tenait à côté de Léa, les deux filles échangeant des sourires complices. Ce soir-là, après que les filles se soient enfin endormies et que la maison soit redevenue calme, Amélie s'est assise au bord du lit, désormais partagé avec Nicolas, et s'est accordé un moment de réflexion. Elle a regardé la photo d'Olivier qu'elle gardait toujours sur la table de chevet, à côté d'une nouvelle photo où elle, Nicolas, Léa et Camille souriaient lors d'une sortie à la plage. Il n'y avait aucune contradiction dans ces images côte à côte. Il n'y avait ni trahison ni remplacement. Il n'y avait que la vérité profonde sur le cœur humain, son extraordinaire capacité à s'élargir pour accueillir à la fois l'amour qui a été, l'amour qui est, et l'amour qui est encore à venir. Nicolas est entré silencieusement dans la chambre, s'asseyant à côté d'elle. Il n'a pas demandé à quoi elle pensait. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement pris sa main et l'a serrée, offrant sa présence sans exiger d'explication. « Merci », murmura-t-elle. « Pourquoi ? » Pour avoir compris que certains amours ne se terminent jamais, et pour m'avoir montré que cela n'empêche pas de nouveaux amours de commencer. Nicolas a souri, déposant un doux baiser sur son front. Le cœur est le seul endroit où le passé et le présent peuvent coexister en paix, Amélie, et le tien est assez grand pour abriter tous les amours qui méritent d'y être. Et à cet instant, Amélie a enfin compris la vérité la plus profonde. Le véritable amour ne rivalise jamais avec un autre amour véritable. Ils apprennent simplement à coexister, chacun illuminant une partie différente de l'âme, chacun apportant sa propre forme de beauté à une vie qui, malgré toutes les pertes, reste un miracle digne d'être vécu pleinement. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec une note de 1 à 5 pour nous dire à quel point vous l'avez aimé. Regardez également la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran. À très bientôt.